Alors, nous allons enchaîner avec la deuxième table ronde, qui est plutôt consacrée cette fois à la question de la médiation culturelle, du lieu à la scène. Donc c'est vrai qu'au XXIe siècle, la littérature contemporaine se joue réellement des contraintes autour du support livresque et a promu notamment de nouvelles formes d'expression, en tout cas poétique. Alors, on a beaucoup parlé de la poésie sonore ou visuelle, bien sûr. Mais outre la question de la lecture publique, qui suscite évidemment réflexion, on constate, et on en a déjà parlé un petit peu ce matin, un déplacement de la littérature vers d'autres formes artistiques, à travers des hybridations fertiles, souvent regroupées sous deux appellations. La première, c'est la notion tout simplement d'or du livre, cette expression qui a été théorisée par mes collègues Lionel Ruffel et Olivia Rosenthal, ou alors celle que moi j'utilise plus spécifiquement au Canada, dans le cadre des travaux que je mène dans la Maison de la littérature de Québec et qui regroupe la notion d'art littéraire. Voilà, mais grosso modo, nous sommes sur le même champ d'exploration et j'en profite pour vous signaler un premier colloque international organisé par la France et le Québec qui aura lieu d'ailleurs justement à Metz le 25 et le 26 juin à l'ouverture de Constellation, donc qui est un festival dédié aux arts numériques et qui portera justement sur cette question: comment penser les arts littéraires? Alors, l'objectif aujourd'hui de cette table ronde, très concrètement, ça va être de cerner dans l'Europe d'aujourd'hui ces nouvelles formes, en tout cas, et cette nouvelle tendance de la littérature contemporaine, du livre à la scène. Donc évidemment, ces nouvelles formes ont des impacts évidents sur les acteurs culturels, donc on reviendra aussi sur cette question. Outre notre tentative définitoire du jour, parce que les formes sont multiples, on en parlait, vidéo, poème, construction numérique, performance, lecture dessinée. Enfin, on va revenir, je pense, sur ces différents aspects en fonction des institutions représentées. Et puis enfin, quels enjeux pour la coopération, également pour les bonnes pratiques. C'est pour ça que cette table ronde est très éclectique, qu'on a donc différents partenaires qui ont des lieux très différents et qui vont pouvoir ainsi nous offrir un éclairage tout à fait intéressant sur la question. Alors je vous laisse vous présenter ou je me lance? Qu'est-ce qui vous tente? J'y vais, d'accord. Alors, pas dans l'ordre, je suis désolée, mais vous y allez tous y passer quand même, cependant. Je vais vous présenter donc tout d'abord Olivier Chandonson, ici présent, donc, qui a créé en 1999 avec l'écrivain Olivier Adam les Correspondances de Manosque, que vous devez connaître, donc un festival évidemment littéraire. Il a fondé en 2005, si la date est bien exacte, justement on parlait de cette question du collectif qui est importante, donc le premier réseau littéraire des événements et des festivals qui s'intitule Relief et dont il est le directeur. En 2009, il a été nommé directeur artistique du festival littéraire de la ville de Paris, Paris en toutes lettres. Alors il y a aussi un Québec en toutes lettres, mais on peut faire des ponts comme ça. Et puis enfin, très important, c'est un lieu vraiment emblématique sur l'Hexagone, c'est évidemment la Maison de la Poésie à Paris, qui constitue véritablement une scène littéraire dont il va nous parler amplement. Ensuite, juste à côté de moi, j'ai le plaisir de vous présenter Laetitia Buchon-Daguet, j'espère que j'ai bien prononcé. Presque. Donc, qui, après avoir dirigé le festival de Deauville consacré aux livres et à la musique, est actuellement programmatrice en partenariat, et c'est le cas de le dire, en tandem avec un de ses collègues, donc Arnaud Catherine, oui c'est ça, qui est conseiller artistique également donc, du festival Tandem de Nevers. Donc on peut dire qu'il s'agit d'une manifestation littéraire originale, puisque c'est chaque fois une carte blanche, en tout cas, qui est proposée à un écrivain pour une association avec un autre artiste et une diffusion donc originale de la littérature contemporaine. Donc le festival, et vous le présentez comme ça sur votre site, et j'aimerais qu'on puisse y revenir aussi, est un laboratoire et un lieu d'expérimentation. On va en parler, bien évidemment.
Serge Basso, à présent, ici, alors un habitué des lieux, puisque un voisin quasiment, hein, on peut le dire. Donc après avoir été, il a eu plusieurs vies, Serge, hein, on peut le dire. Après avoir été animateur socio-culturel, puis avoir dirigé le service culturel de la ville de Longwy pendant 7 ans, il a été nommé aussi directeur artistique du Centre dramatique de Béthune pendant 5 ans. Et puis ensuite, il est revenu. Et il dirige donc la Culture Fabrique d'Esch-sur-Alzette au Grand-Duché du Luxembourg, qui est aussi un lieu très particulier, hein, un ancien abattoir squatté par des acteurs qui va devenir finalement, grâce à des aides diverses et variées sur lesquelles on pourra revenir aussi, un centre culturel et évidemment une zone géographique spécifique qui va accueillir en 2022 une capitale européenne. Ah bon? Donc la Culture Fabrique se fait aussi fort de développer des approches un peu expérimentales autour de la littérature contemporaine, et on pourra parler aussi du Work in Progress qui a lieu au sein de ces murs. Pour finir, j'ai le plaisir de vous présenter donc Delphine Henry. Donc Delphine est historienne de formation, hein. Elle a travaillé également dans de nombreux projets éditoriaux au sein par exemple du réseau Canopée. Elle a rejoint ensuite la structure Interbibli, donc l'association professionnelle de coopération régionale entre les acteurs du livre, de la lecture. Et elle a beaucoup travaillé sur la question du patrimoine écrit, mais également des festivals organisés. Elle a eu plusieurs vies aussi. Après une reprise d'études et un master, elle dirige actuellement donc la FIL, que nous avons évoqué ce matin, hein, donc la Fédération interrégionale du livre et de la lecture. Et chose particulièrement intéressante, elle va nous parler notamment de cette question d'une synthétisation, en tout cas des usages pour les professionnels du livre autour des formes festivalières et comment au final ça s'articule très bien avec notre table ronde du jour. Alors, revenons à notre peut-être première interrogation. J'ai envie de vous demander tout simplement comment vous, en tant qu'opérateur sur le terrain, vous définissez cette fameuse diversité ou hybridation de la littérature contemporaine hors du livre. Vaste question. Je crois que pour moi, la réponse, elle est très simple. Hein. Je pense qu'un art artistique, une discipline artistique, elle est intéressante quand elle se frotte à quelque chose, soit à des publics, soit à d'autres artistes, soit à d'autres disciplines artistiques. C'est simplement aussi simple que ça. Et que si on veut que ça vive, et si on veut que ça bouge, et si on veut que ça évolue, et si on veut que ça se rencontre, c'est humain. Enfin, je veux dire, c'est comme un être humain. Il faut que ça se frotte aux autres pour grandir. Donc la littérature, elle fait comme ça. D'ailleurs, on n'a rien inventé. Hein. Moi, je pense encore aux livres du début du XXe siècle, ou les premiers livres avec Man Ray et Éluard. À l'époque, il n'y avait pas la vidéo, mais ça existait déjà. Enfin, la littérature, elle s'est toujours frottée à des choses comme ça. Et donc, et même le fait de marquer ceci n'est pas une pipe en haut d'un tableau, par exemple, c'est un acte littéraire à un moment donné. Enfin, voilà. Donc, moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Il faut qu'un art se frotte à la vie. Et la vie, c'est aussi les autres disciplines. Donc on doit, quand on travaille sur la littérature, effectivement, si on fait notre métier de responsable culturel, on doit tout faire pour que les écrivains se frottent à d'autres choses. Oui, moi tout cet ensemble qu'on peut nommer aussi littérature en scène, ça a le mérite de la simplicité. Je l'ai abordé de façon très pragmatique, il y a une bonne vingtaine d'années quand j'ai créé le festival de Manosque. À cette époque-là, les événements littéraires étaient principalement constitués par des salons du livre. Et je constatais que dans ces salons, la relation entre l'auteur et le public, entre le texte et le public, était assez pauvre. C'était des séances de dédicaces, c'était des entretiens plus ou moins bien menés, etc. Donc est née à ce moment-là l'idée, le désir de monter un festival qui serait peut-être principalement un festival de lecture, à Manosque donc. Mais dès lors que l'idée était jetée, ça met en germe plein de formes qui vont apparaître très naturellement. Qui lit ?
Alors l'auteur, parfois, quand il en a le goût, et donc c'est une lecture d'auteur qui peut devenir une sorte de performance s'il a envie d'être accompagné par un musicien, par de l'image ou par tout ce qu'on peut imaginer. Ça peut être évidemment des lectures de comédiens quand on veut faire revivre un texte du patrimoine. Ça peut être convoquer des musiciens pour faire entendre de la littérature et montrer qu'il y a des circulations. Bref, très naturellement, arrive toute une diversité de formes qui, au fond, a l'objectif de montrer que la littérature est un art vivant. Et c'était doublé en plus d'une préoccupation très, qu'on peut dire, d'ordre de politique culturelle et de politique d'action culturelle et littéraire. Comment toucher de nouveaux publics, comment montrer que la littérature n'est pas une forme vieillissante qui va plutôt s'adresser à un public vieillissant lui aussi, comment démontrer que la littérature n'est pas réservée à des gens qui ont fait des études de lettres, etc. etc. Donc vraiment une volonté de promotion, mais au sens riche du terme. Et voilà comment, en tout cas moi dans mon esprit est arrivé, dans ma pratique est arrivée cette idée de littérature en scène avec toute la diversité de formes qu'elle véhicule. Oui, et c'est vrai que par rapport à ce que vous dites, il y a aussi la question de la participation. Hein. On en revient à nos questions de politique culturelle, puisque vous savez qu'on aime les concepts, donc de celui de démocratisation, on en est venu à celui de démocratie culturelle. Puis maintenant, les derniers rapports mettent en place, en tout cas, ce concept, cette fois de participation, d'interaction avec les publics, hein. D'où la question de la médiation culturelle. Alors, est-ce que vous auriez un exemple précis d'une médiation de ce type qui sollicite, du coup, fortement le public? Alors, peut-être celui des siestes, où là, il y a une vraie pratique aussi dans le corps, finalement, qui est proposée au sein de votre maison. Bon, je ne sais pas si ça sollicite plus le public que d'autres formes, mais les siestes, on peut en dire deux mots parce que c'est une forme assez originale. Inventée d'ailleurs, il faut le rétablir par un chanteur, musicien qui s'appelle Bastien Lallemand et qui a eu l'idée de proposer des siestes acoustiques. Donc l'idée d'être dans la pénombre, de jouer entièrement en acoustique et d'avoir un public allongé comme ça, donc dans une position d'écoute allongé, les yeux fermés si on le souhaite, et en tout cas ça ouvre l'oreille et ça ouvre l'écoute. Et découvrant cette forme-là, j'y ai ajouté une dimension littéraire, puisque au plateau composé de Bastien Lallemand et puis ses musiciens invités, on y ajoute un ou deux auteurs, lecteurs, et donc c'est une alternance de musique, de chansons, de lecture, mais en gardant le dispositif initial, la pénombre, l'acoustique et la position allongée. Voilà, donc c'est une façon de faire entendre le texte. Voilà, tout ce qu'on va pouvoir explorer, c'est diverses façons de faire entendre le texte, et puis diverses façons aussi d'essayer de faire venir un public qui n'est pas uniquement le public convaincu d'avance, aller en chercher d'autres. Encore une fois, par ces façons de faire entendre la littérature un peu plus originale, un peu plus vivante, un peu plus surprenante, et qui convoque souvent d'autres artistes qu'uniquement l'auteur-lecteur. Alors, pour moi, quand on s'interroge sur la question de la médiation, c'est l'idée, je ressens ça, hein, l'idée que on organiserait une lecture de ce genre pour attirer un public qui serait moins proche de la littérature, ou voilà. Et en fait, je pense que ça, c'est une conséquence. Effectivement, on a un public non lecteur qui va, ou lecteur d'ailleurs, qui va découvrir ou redécouvrir un texte parce qu'il est mis en scène sous une autre forme. Mais le but premier, en tout cas pour le festival Tandem, c'est de proposer des créations, des formes artistiques. Et pas le but premier n'est pas de faire de la médiation de la littérature. Voilà. Je voulais dire. Voilà, pour ce qui est peut-être des actions que j'ai pu repérer dans le réseau de la FIL, il y a évidemment une question qui est celle de la mixité des publics, ou en tout cas malgré tout d'amener dans des événements des publics qui ne seraient pas forcément habituellement coutumiers de rencontres en librairie ou même en bibliothèque, en allant les happer comme ça par d'autres formes artistiques et donc les amener vers le texte. Donc je peux
peux donner un exemple que je trouve très intéressant dans le cadre du festival des Petites Fugues qui a lieu en Bourgogne-Franche-Comté, qui est donc organisé par l'Agence du livre de Bourgogne-Franche-Comté, qui au sein de sa programmation a une programmation hybride qui s'appelle les Petites Formes et qui est en fait une programmation qui est pensée avec des auteurs invités, avec le lieu qui va accueillir ces événements, qui n'est pas toujours d'ailleurs un lieu dédié au livre. Là, donc l'exemple que je donnerais, il y en a eu un en tout cas qui s'est passé dans d'anciennes forges, voilà, donc c'est où il y avait une programmation culturelle mais pas dédiée au livre. Et puis donc un certain nombre d'acteurs, metteurs en scène, comédiens, etc. Donc l'exemple que j'avais en tête, c'est une mise en musique d'extraits de livres d'auteurs présents par des musiciens de l'école de musique départementale qui ont comme ça un peu illustré de manière sonore les extraits avec donc des comédiens qui lisaient les textes à côté, et puis donc le tout mis en scène par une metteuse en scène associée. Et donc ça permet de faire venir un autre public, notamment les familles de ces petits musiciens qui connaissaient pas forcément le lieu, la manifestation, le texte. Et donc ça permet de toucher autrement des publics. Alors on l'aura compris, effectivement, il y a une volonté de présenter la littérature d'une autre manière et de toucher des publics différents. Mais j'ai envie de vous demander, vous, en tant que professionnel, alors que ce soit en tant que lieu de création, lieu de diffusion, comment cela impacte réellement vos pratiques dans le cadre de vos diverses structures ? Alors effectivement, ce sont des formes qui sont donc hybrides, on l'a dit, hein, et qui sont donc à la croisée du monde du livre et du spectacle vivant. Et donc, moi, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, elles déstabilisent en fait les professionnels. Je donne un exemple. Les techniciens auxquels nous avons affaire, par exemple pour Tandem, sont habitués à gérer des spectacles issus du spectacle vivant, avec des fiches techniques bien rédigées, bien écrites, détaillées, etc. Avec des conducteurs, très souvent dans Tandem, on a des lectures, pour résumer, puisqu'on parlait au début de la définition, hein, bien sûr il y a plein de nuances, mais donc des lectures qui sont souvent construites assez rapidement, avec une grande part d'improvisation. Et dans la lecture, on a en général un auteur, enfin un écrivain. Cet écrivain, c'est pas du tout son métier de monter sur scène. Il n'a pas souvent, enfin ça peut arriver, mais la plupart du temps, c'est pas son métier. Il n'a pas idée en fait des besoins techniques qui vont découler de son projet. Et donc, ça demande aux techniciens d'anticiper des besoins qui parfois ne sont même pas conscients chez la personne qui monte son spectacle. Voilà. Donc ça peut être déstabilisant pour un régisseur, quel qu'il soit, son, vidéo, lumière, etc. Du côté administratif, ça peut l'être aussi, parce que on a des gens qui sont là aussi, du côté du spectacle vivant, souvent habitués à gérer des contrats assez types de musiciens, de comédiens, etc. Et tout d'un coup, ils doivent embaucher, entre guillemets, puisque ce ne sont pas des salariés, des auteurs, des écrivains, des illustrateurs. Et là, c'est pas très simple, en fait, parce que, bon, déjà, bien sûr, il y a la question de la rémunération, mais ça, à la limite, bon, c'est technique. Mais il y a aussi un rapport différent de management, en fait. Un auteur n'est pas un salarié. Et de là découle tout un rapport avec la personne qui n'est pas le même qu'avec un comédien ou un musicien que l'on a embauché pour un spectacle. Donc voilà, là aussi il y a déstabilisation. Et si on se place du côté des bibliothèques, dans une petite ou moyenne bibliothèque, on n'est pas non plus très habitué à gérer l'embauche de musiciens ou de comédiens, et donc le même problème se pose, mais en sens inverse. Et donc, voilà, on est aussi là dans une hybridation des techniques, des pratiques. Voilà.
Oui, moi je vais prendre un exemple très concret. Nous faisons régulièrement ce qu'on appelle nous la fête finale du festival Poema en Lorraine. Dans la Culture Fabrique, on a plein de salles. Dans toutes ces salles, on met des artistes, des poètes avec quelqu'un. Ça peut être un danseur, ça peut être un vidéaste, ça peut être un percussionniste, ça peut être un clown, etc. etc. Ils choisissent pas d'ailleurs, hein, c'est presque des fois on impose ces rencontres. Et donc les spectateurs, pendant toute la soirée, ils peuvent voir tous les spectacles. Alors le problème, c'est pas la technique. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est comment on communique. Qu'est-ce qu'on dit? Si on dit que c'est de la poésie purement, on n'a que les littéraires qui viennent. Si on dit que c'est voilà, et c'est la complication, c'est l'hybride sur une. On a toujours cette question-là avec les Unabit Poema aussi. Est-ce qu'on dit que c'est Poema et donc les gens pensent poème? Et ceux qui aiment la danse vont pas spécialement venir alors qu'il y a des danseurs. Est-ce qu'on dit que... Donc la grosse complication pour nous sur ce festival-là, par exemple, c'est trouver l'axe de communication. Parce que même dire ce que c'est une rencontre, un one-shot, etc., ça suffit pas. Donc voilà. Et donc on s'en rend compte d'ailleurs au niveau de la fréquentation du public, c'est qu'on a souvent des gens curieux qui viennent un petit peu par hasard, puis qui... Voilà. C'est, le gros problème qu'on a, c'est ça. Parce qu'après, les artistes, ils sont prêts à ça. On leur donne les contraintes. On dit la salle, vous la prenez, hein, il n'y a pas de lumière. Vous prenez, voilà, je te mets avec un danseur, t'y vas, est-ce que t'es OK? Vous avez tant de jours de répétition, on y va, on ouvre, et puis après les spectateurs, ils parlent, voilà. Et souvent, il y a des artistes qui ont envie de ce jeu-là. Ça, c'est voilà. Mais par contre, le gros problème que nous, on se pose sur ce genre de choses, c'est le problème de la communication. Comment on dit aux gens, ce que vous allez voir, c'est ça? Parce que ça, justement, il est hybride. Et dans l'esprit des gens, c'est fou, quoi. Les gens qui aiment la littérature sont forcément des gens qui aiment la musique ou qui aiment la danse, etc., etc. Donc là, le gros problème pour nous, c'est ça. Oui, dans ce sens-là, et pour abonder, c'est vrai qu'on a affaire à des formes qui sont relativement nouvelles. Donc il faut être très souple, et du point de vue administratif, et du point de vue technique, et du point de vue de la communication. Enfin, je sais pas, à la Maison de la Poésie, où j'ai 1 à 2 événements par soir, c'est un volume énorme. Donc je sais qu'on va travailler pour l'essentiel sur des formes que je peux qualifier de fragiles, c'est-à-dire des lectures avec d'autres choses qui s'y ajoutent ou pas, mais qui sont pas à proprement parler mises en scène, qui sont un peu préparés dans l'après-midi, mais rarement répétés longuement pendant des semaines, et qui peuvent bouger même jusqu'au dernier moment. Il n'est pas rare à la Maison de la Poésie que quelques jours auparavant, on me demande « Ah oui, mais j'ai réfléchi, j'aimerais bien venir avec un guitariste, etc. » Donc moi, je l'anticipe, je garde toujours un peu de souplesse pour pouvoir dire oui, pas systématiquement, mais parfois quand j'ai l'impression que c'est bien fondé, et d'être capable d'ajouter 1 ou 2 artistes sur scène la veille ou l'avant-veille. Donc ça, c'est une souplesse administrative qui est nécessaire. Si je reviens à l'allusion à la technique, en effet, on a des techniciens à la Maison de la Poésie qui ont l'habitude d'accompagner sur scène l'émergence de quelque chose qui va se construire en un après-midi ou 2 après-midi, qui vont accompagner sur scène des gens qui ont l'habitude d'y aller, d'autres pas du tout, les auteurs, ou en tout cas une partie d'entre eux, donc d'être vraiment dans l'accompagnement et la protection de quelque chose qui va éclore, qui a une forme fragile, une tentative, souvent réussie, mais voilà, qui garde quand même cette dimension-là. Après, ça n'empêche pas de le reprendre et de le produire et d'en faire quelque chose de plus solide qui puisse tourner, mais ce qu'on fait naître sur nos scènes, c'est vraiment des formes fragiles au sens positif du terme. Voilà, donc il faut adopter à la fois un savoir-faire d'accompagnement, mais vraiment une attitude de grande réactivité et souplesse. Quant au public, j'ai l'impression quand même qu'ils commencent à être habitués à ce que des événements littéraires, des structures littéraires proposent des choses qui ont l'apparence du spectacle, même si ça n'est pas exactement ça. Alors c'est vrai que nous, quand on dit lecture, rencontre, performance, les gens comprennent. On n'en dit jamais beaucoup, on suggère. C'est vrai que par exemple sur le statut du texte, moi je précise jamais à la Maison de la Poésie s'il s'agit de poésie, de fiction, etc. C'est pas la question. En plus, les textes sont parfois un peu inclassables, les auteurs bougent. Voilà, donc je me garderais bien d'enfermer dans une case justement une programmation qui a pour particularité de déborder et d'être dans plusieurs cases bien souvent.
Sur la question de l'impact, ce que je peux dire de là où je me trouve, c'est que on constate que c'est vraiment complètement pris en compte à plusieurs échelles. Là, j'ai cité l'exemple d'une manifestation donc, conduite par une agence du livre. On voit que cette hybridation, elle est prise en compte aussi dans les dispositifs d'accompagnement des acteurs du livre. Donc là, puisqu'on est en Grand Est, on peut citer un dispositif qui est proposé dans cette région autour des actions interprofessionnelles, qui prend aussi vraiment en compte et qui d'ailleurs s'apprête, ai-je appris récemment, à renforcer donc cet axe en direction de l'interdisciplinarité pour vraiment acter comme étant un point essentiel de ce dispositif. On peut parler en Nouvelle-Aquitaine d'un dispositif autour des écritures transmédia. Voilà, donc on voit que ça gagne les dispositifs de financement. Et puis pour les structures voilà, qui sont en réseau au sein de la FIL, on voit que ça gagne aussi l'accompagnement professionnel, puisqu'évidemment, effectivement, ça ne va pas forcément de soi. C'est encore quelque chose qui est peut-être suffisamment récent, où on sent la nécessité d'aller vers, ou en tout cas un intérêt. Mais parfois, voilà, pour s'appareiller avec peut-être un autre acteur, un musicien, un comédien, les choses ne sont pas forcément évidentes. Et donc, l'idée est notamment pour les agences du livre, et aussi d'accompagner ça, de mettre en relation, en ayant une connaissance très fine des auteurs de l'œuvre, de pouvoir favoriser des rencontres, et du coup de permettre l'émergence de formes artistiques, de performances, de spectacles et autres. Donc, par exemple, en Occitanie, l'agence mène à la fois un travail d'accompagnement très, très concret par des événements qui sont organisés, à peu près une dizaine par an, dans notamment des théâtres, autour donc d'auteurs et d'œuvres, donc qui va vraiment accompagner un projet de création autour des textes, mais ça va être aussi tout simplement créer une base de données, un répertoire en fait de ces spectacles ou performances, les faire connaître et donc en favoriser la promotion. Voilà, donc ça c'est des choses un travail d'accompagnement qui est fait par l'agence, qui sent bien l'intérêt. Alors j'évoquais tout à l'heure la question des publics, mais c'est aussi favoriser peut-être pour l'auteur une nouvelle forme de dialogue avec le public, pas avoir uniquement des auteurs derrière des tables qui signent des livres, ou pas parfois, et donc proposer une autre interaction et donc le constat qui a été fait notamment par Occitanie Livre et Lecture, l'agence, c'est que effectivement ça permet aussi de manière économique de permettre aussi à l'auteur de vendre plus d'ouvrages, d'être invité peut-être aussi voilà, plus souvent, ou d'être identifié autrement. Et donc c'est aussi un intérêt pour cette question également malgré tout de la rémunération des auteurs. Oui, et puis ça nous renvoie également à la question des outils. On parlait de la charte nationale des manifestations littéraires, sur laquelle on peut revenir quelques instants, sur la nécessité de donner un ensemble de pratiques possibles au public. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais peut-être aussi, et là je m'adresse plus aux gens qui mettent en place des dispositifs dans la région ou ailleurs, c'est le positionnement des auteurs. C'est quand effectivement on met en place un travail de dialogue entre des arts différents, au final on rentre dans aucune case. C'est-à-dire le financement, est-ce qu'on va le chercher du côté du livre, est-ce qu'on va le chercher du côté des arts vivants? Et ça peut en tout cas être un peu sclérosant pour un certain nombre d'auteurs, puisque étant aussi en région Aquitaine, c'est une remontée en tout cas que j'ai pu entendre de pas mal d'écrivains et d'écrivaines sur cette difficulté quand on travaille sur justement des formes hybrides à trouver des financements adéquats par rapport à ces nouvelles formes. Mais on pourrait peut-être s'arrêter quelques instants, et Relief en faisait partie, me semble-t-il bien, de cette belle charte nationale qui a été mise en place. J'ai envie de vous la montrer, forcément. Donc je la déplie.
Donc c'est effectivement un travail qui a été mené au sein de la FIL par un ensemble de partenaires que vous ne voyez pas parce que c'est beaucoup trop petit, mais d'abord et avant tout, bien sûr, les adhérents de la fédération, donc des structures régionales pour le livre ou agences du livre, on est encore un peu entre les deux termes, et également des collectivités, des régions. Donc c'est pour nous un exemple vraiment très important, intéressant de coopération autour de ce type d'outils. Je vais finir par la poser malgré tout. J'ai le bras qui fatigue. Parce qu'en fait, au préalable, il existait des chartes régionales des manifestations littéraires depuis déjà petite vingtaine d'années, malgré tout, donc des expériences conduites à l'échelle de régions, de chartes, qui étaient le fruit d'une coopération interprofessionnelle déjà au sein de cette chaîne du livre et qui, voilà, sur ces territoires sentait la nécessité de mettre en commun un certain nombre de bonnes pratiques en termes d'organisation de manifestations littéraires. Et puis les fusions territoriales sont arrivées avec donc l'émergence de nouvelles structures et la question s'est posée pour beaucoup de régions de retravailler sur ces outils. Et puis la décision a été prise de faire un travail vraiment collectif à l'échelle nationale et donc en se nourrissant de ces expériences de terrain. Donc à la fin, on a vraiment un outil qui énonce un certain nombre de points auxquels porter attention pour bien considérer la manifestation littéraire comme vraiment un espace où doit se retrouver tout cet écosystème du livre, c'est-à-dire qu'il est intéressant d'associer la librairie du territoire, la bibliothèque et de travailler ensemble à ce qu'on puisse effectivement toucher des publics scolaires, des publics dits éloignés, empêchés, enfin il y a toute cette approche qui dit bien qu'une manifestation littéraire, voilà, c'est quelque chose de très important pour un territoire, pour le développement de la lecture et pour donc la synergie entre les différents acteurs. Donc on a un certain nombre d'énoncés assez simples, vous avez vu, c'est sous forme de petites pastilles, de petits points, et donc il était très important pour nous de travailler cet outil avec un certain nombre d'organisations voilà, professionnelles, d'institutions qui pouvaient venir voilà, de questionner certains points, amender, voire corriger et bien sûr à la fin s'assurer de leur adhésion pour une bonne circulation de cet outil-là. D'où effectivement la sollicitation de réseaux comme Relief. Et une coopération du coup entre partenaires sur cet aspect-là. Voilà, tout à fait. Donc c'est voilà, la SOFIA, la GDL, la Charte des auteurs. Et je dois oublier quelqu'un, je suis absolument confuse, mais voilà, il y a donc vraiment le fruit d'une concertation également très intéressante pour nous. Et là, on vient de compléter cette charte par une boîte à outils numérique où on retrouve un certain nombre de pistes pour creuser voilà, ces différents aspects. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est donner quelque chose d'injonctif, évidemment. C'est plutôt un outil d'accompagnement à l'image de ce que font notamment les agences du livre sur le territoire, mais aussi les régions, etc. Donc c'est accompagner vers, c'est questionner un certain nombre de points pour voilà, faire évoluer si besoin est et continuer à questionner toujours ce qu'est une manifestation littéraire. Alors dernière question, elle portera sur la question de la coopération puisqu'on est dans une dimension transfrontalière et européenne aujourd'hui. Sur est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez le temps de retravailler sur cette notion d'art littéraire en termes de partenariat à mener, en tout cas au niveau européen? Alors, le temps, pas trop. Et c'est vrai que bon, je ne sais pas si mes collègues sont plus compétents que moi pour répondre. Juste une idée que j'avais, dont on avait parlé, c'était peut-être l'intérêt d'une base de données qui serait européenne, dans laquelle toutes les structures ou les festivals pourraient entrer les événements qu'ils ont proposés, les lectures, de manière qui pourrait être donc un outil à la fois pour les chercheurs et pour les programmateurs. Et ça serait assez intéressant parce que c'est vrai que on a en général des archives sur nos sites, mais il y a beaucoup de sites, c'est éphémère et c'est quand même assez compliqué d'aller consulter tous les sites qui existent. Donc voilà, je trouve que ça serait intéressant de faire ça. Oui, alors quand on travaille dans un pays comme le Luxembourg qui a une petite surface,
qui a une frontière avec la Belgique, la France, l'Allemagne, je veux dire, c'est presque une évidence pour moi. Enfin, je ne comprendrais pas qu'on n'ait pas cette dimension européenne. D'autant plus que la problématique des langues est très claire sur un pays comme le Luxembourg. 3 langues officielles, le luxembourgeois, le français et l'allemand, plus les langues de l'immigration, le portugais et l'italien, l'anglais qui est une langue effectivement de passage pour tout le monde. Donc c'est clair que la dimension européenne, elle s'impose sur des projets au Luxembourg. À la limite, on n'a pas, je veux dire, quelqu'un qui fait un projet à Bourges européen avec plusieurs pays, il a quelquefois peut-être même plus de mérite que nous. Objectivement, on est là. Je veux dire, ne pas travailler de façon européenne sur ce coin d'Europe, ça serait c'est une non-évidence et une bêtise. Voilà, je peux rien dire d'autre. Donc on n'a pas le choix et c'est tant mieux. Oui, et à Paris, les éléments sont différents, mais aussi très favorables à ce que ça se fasse assez naturellement. La Maison de la Poésie, de toute façon, est très ouverte aux littératures du monde, et pas simplement à la littérature française. On est dans une ville où il y a des ambassades, des centres culturels étrangers établis, etc. Donc ils nous contactent et on les contacte très facilement pour organiser l'accueil de tel ou tel auteur. Donc ça se fait très naturellement. Et à l'inverse, nous, on essaye on a une programmation dont une partie est mise en ligne, puisqu'on fait des captations systématiques, et on a régulièrement des demandes de structures qui ont repéré telle lecture, tel spectacle, et à qui on donne le contact. Voilà, donc c'est assez naturel. Dans un cas comme Manosque, ce serait plus compliqué, évidemment, donc ça dépend aussi de là où on se trouve. Mais c'est vrai qu'on a quand même intérêt à encourager les captations de nos créations pour Archives, mais aussi parce que c'est un bon outil pour faire tourner ça dans un certain type de réseau.